Donc, on a un panel qui suit donc sur le retour aux sources de la loi sur les langues officielles. Et on a deux conférenciers. Le premier, c'est Serge Dupuis, et il va nous faire la genèse du bilinguisme, la législation linguistique, donc avant 1969. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravi d'être des vôtres. En voyant passer l'appel à communication du présent colloque, j'ai proposé aux organisateurs de déroger à la règle un peu et de peut-être sortir de l'examen des 50 dernières années. Comme les historiens se méfient des cadres théoriques et préfèrent déceler des tendances dans un passé trop complexe pour parvenir à le reconstituer parfaitement, j'aspire à vous fournir aujourd'hui un contexte suffisant pour mettre en relief nos échanges sur le régime linguistique actuel. Ce contexte sera utile à la réflexion sur l'avenir de la loi sur les langues officielles, car pendant 2 siècles, la législation linguistique visait un but légèrement différent de celui que l'on avance aujourd'hui, celui d'accommoder les Canadiens français à l'intérieur du régime britannique. On est alors loin de nourrir une identité bilingue ou de respecter les préférences linguistiques des individus. Pour la couronne britannique, le but, en 1760 et 1968, en aménageant des espaces pour les Canadiens français, devait, en termes de realpolitik, prévenir une annexion aux États-Unis ou l'émergence d'une république francophone. Ce fil conducteur éclaircit le changement de cap effectué par le premier ministre Trudeau-Père, mais permet aussi d'imaginer les pistes d'avenir qui permettront, en tout cas, c'est un souhait, de réconcilier les ambitions nationales avec les droits individuels des francophones au pays. Cet exposé s'inspire directement de mon manuscrit intitulé, car le titre vient de changer, « Deux poids, deux langues, une brève histoire politique de la dualité linguistique au Canada » qui paraîtra au mois de septembre aux éditions du Septentrion. Mais d'abord, revenons en arrière. Dans le temps long, 2 concepts s'avèrent utiles pour comprendre l'aménagement linguistique au Canada. Le politologue néerlandais Arend Lichbart a décrit l'approche des gouverneurs, premiers ministres et conseils des ministres du Canada comme une approche affairiste à la démocratie. Parce que Lichbart a appelé « a minimum agreement on fundamentals », les décideurs canadiens sont parvenus à dépasser des désaccords culturels et religieux pour travailler envers des objectifs communs. L'historien Robert Talbot a plutôt parlé d'un accommodement entre élites, francophones et anglophones, c'est-à-dire. Soyons clairs, n'étant ni un impérialiste ni un royaliste, je ne ferai pas ici l'apologie du Britannique généreux. Au lieu, je vous invite à tenir compte du fait que les autorités canado-britanniques ont longtemps cherché à maintenir un niveau d'appui parmi les Canadiens français. Lorsqu'on a tourné le dos à la tradition d'accommodement, comme l'ont fait les premiers ministres Johnny MacDonald dans l'affaire Riel, ou Robert Borden pendant le règlement 17 et la conscription militaire, la Confédération s'est trouvée au bord du gouffre. Comme les crises, les efforts de réconciliation méritent aussi d'être compris comme des filons de cette histoire canadienne. Donc, dès la cession de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne en 1763, les gouverneurs britanniques de la nouvelle Province of Quebec parlent français et sont des férus de culture française. Dans le but de mieux asseoir leur autorité, ils sont choisis pour leur capacité à tisser des liens avec les élites canadiennes. Le gouverneur Guy Carleton presse les autorités de Londres, d'ailleurs, à reconnaître la langue française, la foi catholique et le droit civil dans la colonie, concessions qui sont obtenues par l'Acte de Québec en 1774. Dès lors, les Canadiens peuvent devenir titulaires de charges publiques. À long terme, c'est vrai, les marchands canadiens sont remplacés par des Écossais et des Anglais, surtout avec l'arrivée de migrants loyalistes durant la Révolution américaine. Le milieu économique du Québec s'anglicise, puis les francophones, le temps qu'ils sont majoritaires, ne bénéficient jamais d'un régime démocratique. En 1849, la responsabilité ministérielle est accordée dans un régime, le Canada uni, où les Canadiens français sont en minorité parmi la députation. Lorsqu'on crée la Confédération, la venue d'Américains et de Britanniques a consolidé la majorité démographique anglophone. Donc, inclus et marginalisés à la fois, les Canadiens français ne sont pas barrés de participer aux affaires publiques. L'Assemblée législative du Bas-Canada, établie à Québec en 1791, permet aux députés de s'exprimer, et je cite, « in the English or the French language, as the case may require ». Si on peut débattre des projets de loi en français ou en anglais, ce n'est que la version anglaise qui est mise au vote. La traduction française n'étant qu'un moyen pour permettre aux citoyens unilingues d'en comprendre, le contenu. Ces arrangements sont insuffisants aux yeux de certains et des rébellions éclatent pour réclamer l'établissement d'une république. Elles sont fortement réprimées et Lord Durham, chargé d'enquêter sur la situation,
et qui recommande l'attribution de la responsabilité ministérielle, le fait à condition que les Canadiens français s'assimilent à la majorité anglo-protestante. Décriée, cette proposition provoque deux réactions. D'abord, elle enclenche une reconfessionnalisation du Canada français, qui développe un réseau fort complexe, un réseau institutionnel fort complexe, franco-catholique et parallèle à l'État. Quant à l'appareil politique, les réformistes, dont font partie Louis-Hippolyte Lafontaine et Georges-Étienne Cartier, cherchent à aménager des structures à l'intérieur du régime qu'on nous a donné. Le français est réintroduit dans les débats parlementaires, on garantit l'accès à une éducation catholique au Québec et en Ontario, et des libertés sont accordées pour la langue d'enseignement. Suivant une cohabitation difficile dans une seule assemblée, des franco-catholiques et les anglo-protestants conviennent des avantages du fédéralisme et d'assemblées locales où chacun des groupes pourra être majoritaire. La province du Québec, obtenant son indépendance dans les domaines de la culture, de l'éducation, des affaires municipales, des terres et forêts et du droit, font en sorte que la Minerve estime qu'on le conserve, et je cite, « tout ce qui nous est le plus cher et précieux ». Fin de citation. Donc, ce n'est peut-être pas l'idéal, mais c'est un régime qui est fort supérieur à celui contre lequel les rebelles s'étaient battus 3 décennies plus tôt. Cette alliance est peut-être aussi nécessaire compte tenu de la petitesse du Canada français et de sa vulnérabilité à la République états-unienne, alors en pleine guerre civile. La Confédération entre en vigueur le 1er juillet 1867 et comprend certaines mesures linguistiques. L'État québécois, même s'il fonctionnera surtout en français, est officiellement bilingue pour desservir la minorité anglophone. Quant à l'État fédéral, l'article 133 précise que son Parlement et ses tribunaux reconnaissent le français et l'anglais. Les lois du Québec et du Canada sont imprimées dans les deux langues, mais il ne s'agit pas encore d'un bilinguisme officiel. C'est plutôt une mesure pour que les députés et magistrats canadiens-français s'expriment dans leur langue. Si l'État fédéral fonctionne essentiellement en anglais, et la loi sur la fonction publique de 1868 ne mentionne rien sur la représentation des deux sociétés en son sein, le patronage est assez répandu. C'est-à-dire que les francophones, qui représentent environ le tiers des députés, réussissent à y faire embaucher de nombreux confrères. Donc, la Confédération fait l'affaire de la plupart des Canadiens français au Québec, mais elle reste silencieuse sur les potentiels droits linguistiques pour les Acadiens et les Franco-Ontariens. La loi sur le Manitoba établit des dispositions linguistiques similaires à celles du Québec, mais la minorisation de la population française et métisse mène en 1890 à leur abolition. Personne n'ayant prévu la forte natalité des Acadiens, ni l'ampleur des migrations canadiennes-françaises vers l'Ontario et les prairies, ces angles morts deviennent des lignes de fracture entre les deux majorités. Les crises scolaires du Nouveau-Brunswick et du Manitoba limitent sévèrement l'enseignement en français. Et c'est par la persuasion que les libéraux d'Alexander Mackenzie et de Wilfrid Laurier parviennent à renverser les dimensions les plus draconiennes de ces lois scolaires. Quant à Borden, il s'en tient à une interprétation dure de la division des compétences. Le règlement 17 est perçu comme une prérogative de Queen's Park, point à la ligne. Sur une motion de mai 1916 invitant l'Ontario à renverser l'interdiction d'enseigner le français à partir de la 3e année, les conservateurs fédéraux votent non. Rajouté à la crise de la conscription pendant la Première Guerre mondiale et aux troubles ouvriers dans l'Ouest, l'effondrement de la Confédération semble imminent à l'époque. Lorsque les libéraux arrivent au pouvoir en 1921, Mackenzie King hérite d'un pays divisé. Soucieux de l'unité fédérale, des intellectuels et politiciens anglophones commencent à imaginer une culture politique peut-être un peu plus souple, plus ancrée dans les caractéristiques propres à la composition du Canada. La Unity League organise des conférences et publie des essais pour convaincre les politiciens provinciaux et fédéraux d'adopter certaines de leurs idées. Le groupe ayant, selon King, « some very true ideas », le premier ministre avance pourtant avec prudence, plusieurs de ses appuis se trouvant dans les bastions orangistes. King cherche à restaurer un climat d'accommodement entre élites et à faire chevaucher ce que le politologue David E. Smith appelle le fédéralisme territorial avec le fédéralisme culturel. Dans son application au Conseil des ministres, cela comprend la sélection de ministres en fonction du poids démographique des régions du pays et des francophones. Donc, environ un ministre sur 3 est francophone, parmi lesquels se trouve l'Acadien Peter Vigneault dès 1926. C'est d'ailleurs ce dernier qui, à titre de ministre des Postes, introduit les timbres bilingues. Bon, en 2019, ce geste peut paraître un peu banal. Mais dans le climat xénophobe du début du 20e siècle, la présence de 2 langues sur la poste est une première mesure pour faire circuler le français dans des régions où il est absent. Et surtout, pour entrouvrir la porte à une action supplémentaire de l'État fédéral.
car c'est sous le gouvernement King que l'on commence à se pencher sur la place des francophones au sein de la fonction publique. Avec l'introduction d'examens de compétences techniques en 1908, alors que les Canadiens de l'élite tendent à être formés avec une formation humaniste, jugée dépassée par les cadres anglophones, et l'obligation formelle dès 1918 de pouvoir travailler en anglais, le poids des francophones dans la fonction publique chute de 22 % en 1914 à 13 % en 1939, même si la taille de la fonction publique a doublé pendant la période. Pour tenter de renverser la vapeur en 1938, le député Wilfrid Lacroix apporte un amendement à la loi sur la fonction publique pour que l'embauche de francophones soit privilégiée non seulement au Québec, mais aussi dans les endroits où les fonctionnaires auront régulièrement à interagir avec un public francophone. Pour remédier à la piètre qualité des traductions que critique Le Devoir, on crée en 1934 un bureau de la traduction. Celui-ci arrive justement à point nommé, car dans l'arrêt Dubois de 1935, la Cour suprême tranche que les versions françaises et anglaises des lois ont une valeur égale. En 1936, on introduit le bilinguisme sur les billets de banque, et le gouvernement King fait aussi refléter la dualité dans les nouvelles agences publiques chargées de démocratiser l'accès aux deux cultures du pays, la Société Radio-Canada en 1936 et l'Office national du film en 1939. L'idée que l'État fédéral doit offrir une visibilité à la langue française est promue par les ministres francophones, dont le lieutenant québécois Ernest Lapointe, selon qui, et je le cite en juin 1936, « Les deux langues du Canada sont les deux premières de toutes les langues du monde. Ce sont les deux langues parlées à Genève, les deux langues officielles de la Société des Nations. Nos billets de banque qui circulent à l'étranger doivent le représenter pour ce qu'il est, pays fondé par les Français, passé ensuite à l'Angleterre, pays où des représentants des deux grandes races ont oublié leurs divergences, effacé leurs différences pour s'unir et édifier une grande nation. Il n'y a pas de race conquérante et de race conquise dans notre pays. » Bon, naïve ou utopique, je vous laisserai trancher sur le superlatif approprié pour cette représentation du Canada. Mais Lapointe articule la vision d'un État fédéral engagé envers la dualité. Bien sûr, on est loin d'une égalité réelle entre francophones et anglophones, mais le besoin d'actualiser les mesures pour la cohabitation fait son chemin. Le principe de la dualité linguistique du Canada circule effectivement hors frontières et même à Londres, car tous les gouverneurs généraux, à partir de Lord Bessborough, nommé en 1931, parleront français. Cet accommodement entre élites permet à dissiper la plupart des tensions linguistiques pendant les années 40 et 50. Le libéral Louis Saint-Laurent et le progressiste conservateur John Diefenbaker introduisent d'autres mesures, dont le bilinguisme des chèques de pension, la télévision française de Radio-Canada, un conseil des arts bilingues et la traduction simultanée à la Chambre des communes. Bon, la Révolution tranquille au Québec et les révélations choquantes du recensement fédéral de 1961, qui confirment quand même une certaine marginalisation économique des Canadiens français et l'accélération de leur assimilation, sonnent l'alarme sur le besoin de nouveaux aménagements. Je vous donne des exemples. Au Québec, la population d'origine britannique gagne 35 % de plus que la majorité d'origine française. En Ontario, l'absence de financement de l'éducation de langue française fait que seulement 3 % des Franco-ontariens terminent des études secondaires. Au Nouveau-Brunswick, le régime de taxation locale fait que l'élève acadien du Nord ne reçoit que le tiers du financement de son confrère anglophone du Sud. Le recensement de 1961 ayant posé plus de questions que ses prédécesseurs, fournit aussi plus de données pour mettre en relief ce qu'on constate comme étant des inégalités persistantes. C'est le gouvernement de Lester Pearson, premier ministre de 1963 à 68, qui entreprend un véritable travail de refonder le Canada. Dès son arrivée au pouvoir, il établit la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, dirigée par les intellectuels André Laurendeau et Davidson Dunton. Pour ne pas empiéter sur le terrain de prédilection de Valérie Lapointe-Gagnon, qui nous rappellera la vision de la Commission pour améliorer le vivre-ensemble canadien, tenons-nous-en, pour les besoins de cet exposé, au bilan législatif de la période. Le gouvernement de Diefenbaker avait apporté un amendement à la loi sur la fonction publique en 1961 pour reconnaître des obligations au bureau de la capitale fédérale de servir le public aussi en français. Mais celui-ci manque de mordant pour remédier à la sous-représentation des francophones qui existe dans 20 des 25 agences et ministères et parmi les cadres où il n'occupe qu'un poste sur 10. Pearson n'attend pas les conclusions de la commission Laurendeau-Dunton pour agir dans un temps politique exigeant. Pearson néglige les festivités du jour de l'Empire en mai
pour privilégier la fête du Dominion le 1er juillet et en faire une fête télévisée tenue en anglais et en français. On adopte l'unifolié comme drapeau canadien en 1965 afin de remplacer le Red Ensign à forte saveur britannique pour affermir un référent local. Quant à la fonction publique, Pearson annonce le 6 avril 1966 qu'elle utilisera désormais l'anglais et le français dans les communications internes, recrutera davantage de francophones dans ses rangs, puis qu'elle créera un climat propice aux Français. Dans la capitale fédérale, une prime au bilinguisme sera offerte aux employés bilingues. Les occasions de formation linguistique deviendront plus nombreuses et l'on embauchera des conseillers chargés de rendre l'appareil plus représentatif de la dualité linguistique du pays. La feuille de route de Pearson est assez vaste et territorialise la langue en identifiant 82 régions où la minorité francophone ou anglophone compte pour au moins 10 % de la population ou 10 000 habitants, régions où la connaissance des deux langues sera désormais un critère de sélection à l'embauche. La nouvelle politique doit, et je cite Pearson, « renforcer l'unité nationale sur la base de l'égalité des droits et des chances pour les Canadiens, qu'ils soient d'expression anglaise ou d'expression française. » Fin de citation. Jointe aux propositions de la commission Laurando-Dunton pour accorder un statut distinct au Québec, qui lui aurait accordé une autonomie accrue, et établir dans les communautés francophones hors Québec des agences pour bilinguiser la totalité des services publics, les dernières années de Pearson au pouvoir représentent sans doute l'apogée du fédéralisme culturel au Canada. On peut le constater, les mesures de reconnaissance pour la langue française sont des moyens pour que l'État fédéral reflète et inclut davantage les Canadiens français. On en trouve même la porte à la reconnaissance de droits collectifs. Autrement dit, la dualité linguistique est un moyen pour maintenir l'unité de la Fédération et non pas une fin en soi. Au moment de l'adoption de la loi sur les langues officielles en 1969, plusieurs observateurs n'y voient qu'une autre mesure qui confirme la dualité sociétale du Canada. Or, la suite révélera qu'il s'agira plutôt d'un point d'arrivée, et plus encore un changement de cap vers deux choses, la résistance envers l'autonomie accrue des francophones et l'attribution de droits individuels au plan linguistique. Je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour, Éric Jenkins de Patrimoine canadien. Avez-vous donné le goût de vivre, d'avoir connu les années 60? En termes de philosophie, pardon? C'est pas parfait. C'est pas parfait. Bon, allons-y peut-être. Il y a peut-être une façon de récupérer ça. Si on vous donnait l'occasion d'écrire, vous savez, le journal Le Devoir, une section 2 fois par mois, ça s'appelle Le Devoir de philo. Et on demande donc 2 fois par mois, Le Devoir lance à des passionnés de philosophie et d'histoire des idées le défi de décrypter une question d'actualité à partir de penseurs. Donc, c'est pour ça qu'on est devant nous, on aurait Laurando-Dunton, et vous les faites parler. Et ils nous regardent dans le contexte de modernisation de la loi, discuter. On a souvent beaucoup trop peut-être l'impression que la loi, c'est une grosse participation. Même le Québec, d'une certaine façon, des institutions importantes comme la DISC, on apprenait cette semaine, donc la DISC, qui travaille beaucoup depuis 40 ans pour la musique francophone. Donc la DISC nous apprenait très candidement cette semaine qu'ils ignoraient que la loi sur les langues officielles concernait le Québec francophone. Donc, bref, ces gens-là s'ils avaient été au symposium des langues officielles les 2 derniers jours, où il y a un cri du cœur de plusieurs de dire qu'il faut ramener la dualité. Il faut interpeller l'ensemble des Canadiens. C'est pour tout le monde la loi, c'est pas seulement pour les communautés minoritaires, anglophones, francophones, en Québec. S'ils avaient assisté à ces discussions-là, s'ils étaient là dans le contexte de modernisation de la loi, ils nous diraient quoi pour cette loi-là de 1988? Comment on devrait la moderniser? Est-ce que l'évolution nous amène à parler de la façon dont... Est-ce qu'ils auraient des suggestions particulières? Je vais laisser Valérie ressusciter André Laurando d'abord. Je vais laisser ce qu'elle peut faire par la suite. Beaucoup de pression. Je ne vais pas ressusciter André Laurando. Je ne sais pas non plus qu'il se retourne dans sa tombe. Donc, j'ai l'impression, si on retourne vraiment à l'esprit, que ce qu'il dirait, c'est de consulter, et pas juste consulter, sensibiliser. De faire des grandes assemblées où on pose des questions très générales et on le faisait en profondeur. C'est pour ça que c'est difficile d'imaginer ça aujourd'hui, où tout va tellement vite, où on est tout le temps sur nos téléphones. À l'époque, on commençait tôt le matin et la question que les commissaires lançaient, vous, Canadiens français et Canadiens anglais, et autres communautés culturelles présentes, comment voulez-vous vivre ensemble? Et à quelles conditions? Et c'est ça qu'on donnait comme question, mais c'est là-dessus que les gens réfléchissaient, et ça durait toute la journée. Et on avait des sous-groupes, et après, on avait des passeurs qui allaient donner, en fait, à la fin, on faisait un rassemblement, et on mettait les solutions de tous sur la table.
Et les commissaires étaient un peu en retrait, mais ce qu'on voit dans leurs notes, c'est qu'au début de la journée, il y a parfois beaucoup de préjugés, beaucoup d'opinions arrêtées. Mais au fil des discussions avec des groupes qui étaient pluriels, eh bien là, on avançait vraiment dans la profondeur de la discussion. Et c'est pour ça que dans ma thèse, dans mon livre, je parle du moment Laurando Benton. C'est ce moment-là où, bon, c'était pas partout, je veux dire, on n'allait pas rejoindre les gens dans le fin fond du nord de l'Alberta et faire ça là. Donc, c'est sûr qu'il y avait quand même des contraintes, mais on voulait que tout le monde soit présent. Il y avait des fermiers, il y avait des hommes d'affaires, des gens du milieu d'affaires, il y avait des intellectuels, mais pas que. On voulait surtout s'assurer que ce ne soit pas que les universitaires qui participent à ça, même si, de loin, ça avait l'air d'une commission d'universitaires. Sur le terrain, il y avait quand même plusieurs citoyens qui s'y intéressaient, puis on le voit, si on consulte les journaux à l'époque, même les journaux étudiants, moi j'ai fait beaucoup de recherches dans les journaux étudiants de l'Ouest canadien, et on pourrait penser que les étudiants de l'Ouest canadien des Prairies se fichaient bien des questions du bilinguisme et du biculturalisme, et au contraire, le biculturalisme est omniprésent dans les journaux jusque dans les années 68. Au moment de la mort de Laurando, et là, après ça, le discours va se transformer, mais on se demande comment faire pour accommoder cette dualité culturelle. Donc, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui nous dirait. Mais je ne sais pas si ça remplit un devoir de philo. Je vais peut-être essayer de fusionner dans mon être ressuscité, fusionner Lester Pearson et André Laurando, qui regarderait au processus de révision de la loi sur les langues officielles et trouverait ça ennuyant à mort. Parce qu'il dirait c'est très technique. Comment est-ce que ça va changer la vie des Canadiens au jour le jour tangiblement? Où est votre horizon philosophique du vivre ensemble? Il n'y a pas de crise constitutionnelle. Pourquoi la question politique de la réforme ou de l'évolution du fédéralisme est encore un tabou aussi majeur? Pourquoi ne vous permettez-vous pas de poser les questions réelles, profondes, pour imaginer une prochaine vie au fédéralisme, une prochaine vie à la dualité linguistique, au lieu de vous perdre dans des détails techniques? C'est pas moi qui le dis, là. C'est Pearson et Laurando qui diraient ça, je pense. Ouais. Je pense. Vous avez le matériel, je pense, pour un article? C'est une bonne idée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Il semble que la minorité de langue anglaise du Québec n'existe pas, selon Laurando Benton. Est-ce que je me trompe? Pas vraiment. Il y a des angles morts dans la commission Laurando Benton. Il y avait quand même, je veux dire, ils ont envoyé des mémoires, c'est présent. On en a parlé, mais les Anglo-Québécois tendent à être fusionnés avec le corps canadien-anglais. Et je pense que ce serait la différence qu'aujourd'hui, on verrait les Anglo-Québécois 50 ans plus tard comme étant une minorité qui a des revendications légitimes envers l'État québécois, ce qui n'était peut-être pas le cas en 1967. Mais ce qu'on dit, en fait, si je prends le volume, on dit quand les minorités françaises vont avoir le même sort que les minorités, on les prend comme modèle de référence. On dit, il y a un milieu universitaire vibrant, il y a l'accès à l'éducation, on se préoccupe peut-être moins des minorités anglophones des régions, mais c'est quand même le modèle à atteindre dans le cadre de Laurando Benton. Mais quand je parle des angles morts de la commission, c'est sûr que les Autochtones ne sont pas présents dans la discussion. Ils vont être présents dans les assemblées. On va aller les consulter, mais on a un regard encore hyper paternaliste sur la question. Et est-ce qu'on sache, là, s'il y a quelqu'un de la salle qui peut me corriger, faites-le, ça me ferait plaisir de lire un article. Il n'y a rien qui a été écrit sur le rapport entre les peuples autochtones et les langues officielles. C'est un champ de recherche qui n'existe pas, encore en 2019. Donc, même si ça pourrait être un questionnement historique qu'on pourrait poser, on n'a juste pas de données. Félicitations à vous deux. Ma collègue et moi, on travaille sur la partie 7 des langues officielles, fait que je suis toujours en train de leur dire this is where it comes from. It starts with Laurando Benton, and here we are today. Alors, j'avais une petite question pour Serge. Dans les démarches qui ont été faites pour rendre les hauts fonctionnaires anglophones plus bilingues, puis tu peux me dire, va lire ça, ça va aller, I don't want to get off track too far. Dans les démarches pour rendre les hauts fonctionnaires plus bilingues, il y avait un programme à Québec
Oui, le gouvernement fédéral était propriétaire d'une maison. Il envoyait toute la famille au complet à Québec pour vivre pour l'année. Le haut fonctionnaire suivait les cours de français. Son épouse, normalement c'était une épouse parce que c'était un monsieur, prenait des cours de français. Les enfants de la famille allaient à l'école en français, allaient au camp d'été en français et passaient une année à Québec en français, aux fonctionnaires anglophones d'Ottawa. Est-ce que tu es au courant de ce programme-là? Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce que, I mean, I can catch you at coffee, parce que nous, j'ai grandi à Sainte-Foy, il y avait une maison sur notre rue où à chaque année, it was so great. First of July, we've got an English family moving in. Mais en tout cas, je suis juste curieuse si tu en savais plus sur ce programme-là, mais je ne veux pas non plus compromettre la vérité. C'est certainement une bonne idée parce qu'effectivement, l'immersion intensive, on sait parfois des gens apprennent le français à Paris ou on va aller à Québec pendant quelques années. L'Université Laval a quand même des programmes, parce qu'on a décentralisé les choses, mais c'est les universités qui s'en occupent et on fait de la formation de cette façon-là. Le Temple d'Ottawa est peut-être pas la meilleure place pour devenir bilingue, effectivement, comme une expérience immersive. Donc, c'est une bonne idée. Puis là encore, c'est une idée qu'on a oubliée. Comment dire? C'est complexe apprendre une langue, puis s'immerser vraiment dans une autre culture, ça nécessite énormément d'efforts. Et puis énormément de temps, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à temps partiel une fois par semaine. C'est très difficile de le faire comme ça. Donc, il y a des belles vieilles idées comme celle-là qui ne mériteraient pas d'être réappliquées comme telles, mais actualisées, je pense. Mais dans ton côté historique, tu n'es pas au courant de ce programme-là? Je ne suis pas allé à ce niveau-là de détail, malheureusement. OK, merci. Yvan Lévy, patrimoine canadien. Quelqu'un disait qu'on aurait aimé vivre dans les années 60 à cause de l'effervescence. La commission de Rado-Dunton a été fondatrice de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ça se mariait en même temps à beaucoup de questions constitutionnelles. Les revendications de la montée du nationalisme au Québec, les revendications constitutionnelles. J'ai été intéressé par les 3 mesures que Ramando proposait. Radio-Canada partout au pays, en fait. Vous avez pas dit Radio-Canada, mais ça c'est fait. En 82, on va avoir l'éducation, le devoir d'éducation à la grandeur du pays. On oublie souvent qu'en 72, dans la Charte de Victoria, on avait les lois avec égale valeur en français et en anglais dans l'ensemble des législatures provinciales, et donc les provinces ne voulaient pas les traduire, c'est le fédéral qui les traduisait. On a eu les propositions constitutionnelles de 78, on a eu l'attaquement de la Constitution en 80, on a eu la Charte en 82, on a eu les conférences ou le travail de niche, on a eu Charlottetown. Avant qu'on vienne mettre pratiquement une chape de plomb sur ces discussions-là, on ne touchera pas à la Constitution pour le vivant des politiciens de 92. On ne touchera pas, donc... est-ce que, dans vos recherches, ce lien-là entre effervescence constitutionnelle, appelons ça comme ça, et mesures linguistiques, la loi de 88, qui se glisse très très bien là-dedans, qui a des liens très forts avec la loi du Beach, est-ce que vous voyez un lien? C'est vrai que présentement, on ne sent pas le buzz sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Lorsque le gouvernement fédéral essaie de réunir des gens dans une salle, les représentants des communautés communautaires sont présents en force, mais c'est pratiquement les seuls que ça intéresse. La société civile, les universitaires, on n'arrive pas à élargir le cercle et c'est un défi constant. Est-ce qu'il faut une crise constitutionnelle pour que ces gens-là viennent à ces débats-là? Est-ce que vous voyez un lien organique entre les deux? Bien, c'est malheureux, mais je pense que c'est Edgar Morin qui en a parlé dans un article sur la crisologie, disant que quand on a une crise, c'est là que les intellectuels se sentent concernés, puis ça se transmet aux politiques, puis éventuellement à la société civile. Donc, c'est là qu'on a des débats plus englobants qui peuvent mener vers des transformations profondes. Donc, c'est dommage de dire ça, mais parfois les crises là-dessus ont quelque chose de salutaire, même si on devrait profiter justement d'un moment de paix linguistique, de paix constitutionnelle, pour avancer ces débats-là sans s'arracher les cheveux, le faire de manière la moins tendue possible. Mais à l'époque, c'est extrêmement lié. Là, j'ai parlé du côté plus linguistique, mais les questions constitutionnelles imprègnent l'ensemble des travaux de la Commission et on est au cœur. Il y a des rondes constitutionnelles qui traversent les années 60. On est constamment en discussion entre
provinces fédérales. Il y a la conférence sur la Confédération de demain qui est organisée par John Roberts en 67 en Ontario, où on se questionne vraiment aussi sur les transformations du rôle des provinces versus Ottawa. On va mettre de l'avant au sein de la commission les questions de société distincte, statut spécial, et on va même donner dans certaines études, notamment celle de Marc Brière et de Jacques-Yvan Morin, une façon très concrète d'arriver à ces transformations-là. Donc, ça met la table pour tout ce qui va suivre par la suite. Mitch est un héritier de ça. Pépin Roberts est vraiment l'image du débat non terminé de la commission Laurando-Dunton. On reprend au point même où on avait abandonné. Voilà. Et je pense que la commission Laurando-Dunton se passe à un moment intéressant, c'est-à-dire où on voit une tempête potentielle venir, et on dit qu'on a besoin de creuser un peu plus profondément cette question-là. Puis je vous remercie de la candeur de votre intervention, parce que je pense effectivement que la modernisation de la loi sur les langues officielles oublie deux choses qu'on faisait pour des exercices riches comme la commission Laurando-Dunton. On impliquait la société civile, on impliquait les intellectuels. Deux choses que le processus de modernisation de la loi tout de suite n'ont pas fait. Donc, ça reste très technique, ça reste très bulle Ottawa, alors qu'effectivement, il faudrait peut-être élargir les horizons des questions qu'on a envie de se poser, parce qu'il ne devrait pas avoir de tabou autour des réflexions sur la dualité. Puis je pense que ce serait le temps de se le permettre. Il n'y a pas de crise constitutionnelle actuellement, et il y a des choses auxquelles l'État fédéral peut remédier. Et ce serait un moment opportun dans les prochaines années de peut-être se rappeler les multiples dimensions des expériences comme celle-là, et peut-être rompre un peu avec les discussions stagnantes qui ont eu lieu jusqu'à date. Puis on ne peut pas sous-estimer l'intérêt des gens non plus. Ils ne sont pas intéressés par ça, ils ne veulent plus entendre parler de constitution. Je pense que si on rassemble les citoyens puis on leur parle de l'avenir, de rêver, parce que c'est juste ça qu'on fait à la commission Laurando-Dunton, rêver un pays idéal. Donc tout le monde est capable de ça. Tout le monde est capable de se mettre à rêver. Tout le monde vit des obstacles. Donc quand on se met ensemble, le rêve prend plus d'ampleur. Donc bon, c'est utopiste tout ça, mais il y a quelque chose là-dedans. Mais la richesse de la réflexion, je veux dire, parle pour elle-même aussi. Alors, une dernière question de Rodrigue, et ensuite nous allons faire 10 minutes. Oui, on va peut-être rattraper le temps sur le lunch, parce qu'on a un lunch sur place. C'est sûr, il y a aussi du café, il y a une cafétéria aussi pas loin. On va pouvoir se permettre de rattraper un peu le temps. Vas-y, Rodrigue. OK, dernière question, mais deuxième résurrection. J'ai bien aimé son angle, donc je ressuscite à nouveau, Vassili. Puis, mais j'aimerais te focaliser sur, parce que Valérie qui a commencé ton exposé en disant que c'était un projet de réconciliation nationale. Donc, oui, aujourd'hui, à cause de cette commission-là, on a un pays bilingue, mais on sait que le Québec a pris sa place par lui-même. La Révolution tranquille, sa loi 101 et bien d'autres actions. Justement, Pearson et Laurando, comment ça aujourd'hui? Est-ce que tout ça a mené à un certain progrès au niveau de la réconciliation nationale, ou qu'on dirait tout est encore à retard? Progrès, ou qualifier progrès? Comment définir le progrès? Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on trouverait qu'on n'a peut-être pas assez atteint, puis c'est le dialogue constant entre les communautés. Il y a encore beaucoup de distance et on voulait vraiment encourager les échanges et on le voit, il y a besoin d'en avoir plus. Donc peut-être que là, on verrait pas. Mais il y a des choses que les commissaires n'avaient même pas imaginées. D'avoir un débat sur une université de l'Ontario français. On ne croyait pas ça possible à l'époque. On se contentait des établissements bilingues, puis on se disait, les étudiants iront faire leurs études au Québec, on créera des bourses pour faciliter la transition. Une faculté comme celle où j'enseigne, unilingue francophone en Alberta, on n'imaginait même pas que c'était possible. Donc, il y a quand même eu des choses qui se sont faites. On le voit, ça va créer un espace, un terreau fertile pour ces transformations-là. Parce que quand on va dans les archives, par exemple, des Pères au bloc, de la faculté Saint-Jean, ils disent clairement,
l'Alberta, c'est la province, une des provinces les plus résistantes à l'esprit même aux notions de bilinguisme à travers l'histoire. Et donc, d'avoir un collège universitaire, ça passait pas très bien. Mais la commission Laurando-Dunton est allée faire du travail de terrain là, a rencontré citoyens, responsables politiques, membres d'organisations. Et ça a rendu possible le fait même d'avoir accès à ça. Donc, les pairs le disent, la détente de l'immeuble nous permet maintenant d'avoir ces programmes. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est assez fascinant de voir comment on a réussi à travers ça. Mais je pense que peut-être il y a quelque chose dans le dialogue constant. Comme si je prends l'exemple du symposium, qui était présent au symposium? Des francophones, donc pas uniquement des francophones, mais majoritairement des francophones. Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à ce qu'une majorité d'anglophones se sentent concernés par ces questions-là? Donc, c'est probablement là-dessus qu'ils diraient qu'ils n'ont pas réussi à ça. Oui, je pense qu'ils seraient surpris par l'étendue, par exemple, du système scolaire au Canada, par la rapidité avec laquelle on a atteint une représentation des francophones dans la fonction publique fédérale. Ils seraient découragés par rapport à la présence du français comme langue de travail dans la vie fédérale, parce que ce sont deux choses très, très distinctes. Je pense qu'ils seraient curieux, voilà, ils verraient des choses et poseraient des questions qu'on ne se permet pas de se poser tout de suite. Je pense que ça c'est peut-être utile à garder à l'esprit pour les prochaines années.